Allez, 10h02. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire organisé donc, par Images et Réseau et ADN Ouest, et donc soutenu par EMC2, Sigal, donc David ici présent pour l'animation, et donc Epitech qui devait nous prêter une salle, mais finalement on est passé en mode webinaire vu l'actualité. J'accepte une autre personne, voilà. Ça continue. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un format 45 minutes avec un temps de réponse pour ceux qui peuvent rester de 15 minutes. Donc, ça fera 1 heure en tout. Hop, ça continue de rentrer, à mettre tout. Et donc, les modalités du webinaire, on a pris la fonctionnalité réunion. Donc, ça permettra à la fin de pouvoir prendre la parole à l'oral. Et là, pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de garder le micro. Et pour la partie questions-réponses, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions donc, via le chat. On les prendra en compte, sachant que si on a des contraintes de temps, donc on s'engagera à vous répondre par écrit par la suite. Donc le déroulé, c'est donc une présentation succincte des intervenants, une présentation de l'appli parce qu'une photo vaut 1000 mots, et ensuite le témoignage d'Annelise, qui est responsable marketing de la PME du Harib. J'ai mis encore 2 personnes. Et donc, Marie clôturera le webinaire par quelles aides pour passer à l'action pendant environ 5 minutes. Donc, vous aurez le support qui vous sera transmis dans les prochains jours avec au moins cette partie complète et puis une sélection des parties intéressantes. Et donc, ensuite, un temps de questions-réponses de 10 minutes. Donc, je vous présente très rapidement l'association ADN Ouest. Donc, on a un réseau d'experts du numérique. Il y a plus de 600 adhérents sur les Pays de la Loire et la Bretagne. Et donc, moi, j'interviens comme responsable du programme Transition numérique ADN for Change au niveau des TPE-PME. Donc, en 2019, on a organisé une quarantaine d'événements donc de sensibilisation numérique. Et cette année, on va plutôt être au niveau de la moitié, vu l'actualité. Mais on innove avec ces webinaires. Et donc, quand nos adhérents, donc les DSI, les prestataires du numérique et les enseignants qui font de la recherche, se rencontrent une centaine de fois dans l'année. Et donc, si vous êtes intéressé pour voir les événements ADN Ouest, donc là, c'est pour les adhérents, ce n'est pas de la sensibilisation. Je vous invite à aller sur notre site, donc ADN Ouest, page événements. Et si je dois présenter une diapositive quand je fais une animation de sensibilisation numérique, c'est celle-ci. Ce sont les challenges de transformation numérique de nos entreprises, que ce soit une TPE, une PME ou un grand groupe. On va rencontrer toujours ce triptyque. Donc, une révolution du numérique avec un client qui est de plus en plus exigeant. Donc, on va le voir aujourd'hui avec du Harib qui a, on va dire, innover sur la partie commerciale en mettant le client au centre. Ça a des impacts, cette révolution numérique, sur la dimension organisationnelle, où il faut être plus rapide pour pouvoir répondre aux besoins du client. Et puis, une notion de partenariat. Donc là, ça va être illustré avec Alexandre Pirot, qui a été l'expert technique qui a permis d'aller adresser un nouveau marché grâce à cette technologie. Et puis, au centre, finalement, et qu'à la fin, je vous parle de la technologie, puisqu'elle va être en appui des enjeux métiers. Et donc, il ne faut pas innover pour innover, il faut vraiment qu'il y ait un besoin derrière. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette très bonne étude qui date de 2017, je vous invite à télécharger le lien. Et ça vous permet notamment de voir la matrice de digitalisation qui est très bien faite. Et donc, c'est vraiment une bonne ressource. Donc, ça, vous pourrez l'avoir dans le PDF. Et je passe donc la parole à David. Ah, pardon, Marie. Marie, avant. Il n'y a pas de souci. Donc, bonjour à tous. Donc, Marie Ferronnière, moi je suis référente industrie du futur au sein d'un pôle de compétitivité qui s'appelle Images et Réseau, qui est un acteur spécialisé de l'innovation sur le numérique. Et au sein de celui-ci, je
coordonne également, je suis en charge également d'un domaine de recherche prioritaire qu'on appelle immersivité interactivité chez nous, qui comprend la réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Et notre réseau permet vraiment à la fois de labelliser des projets, donc il y a un gage de qualité, d'expertise pour accéder dans certains cas plus facilement à des financements, et puis de gagner, ça on l'entend beaucoup par nos adhérents, du temps en fait par la recherche de partenaires, de veille technologique, de recherche de financement. Et puis ça permet également de vous faire connaître et de développer de nouvelles collaborations. On organise, comme aujourd'hui, aussi un certain nombre d'événements sur le numérique, sur des événements à la fois généralistes et puis spécialisés, donc avec des acteurs de l'écosystème, dont ADN Ouest aujourd'hui. Voilà, vous avez ici un petit peu les services qu'on peut proposer en fait tout au long des projets collaboratifs, donc de l'émergence jusqu'à la valorisation d'un projet. Et vous avez donc en bas à droite le lien vers une action qu'on a soutenue, donc qui s'appelait Métal Augmenté, qui est terminée maintenant et qui avait pour but en fait de soutenir des projets de réalité augmentée qui étaient portés par des petites et moyennes industries de la métallurgie, voilà, dont le projet de Douarib qu'on a soutenu. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse pour aller également plus loin et voir d'autres retours d'expérience de projet sur ces typologies autour de la réalité augmentée, voilà, de regarder notre rubrique. Écoute David, je vais te passer la main du coup. Merci. David, juste avant, donc on va enregistrer ce webinaire. Donc, si vous souhaitez garder l'anonymat, on vous invite dans les prochaines secondes à, si vous souhaitez juste garder votre prénom, par exemple, et puis enlever votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître sur le replay qui sera disponible sur nos chaînes YouTube. Donc voilà, à toi David. Peut-être juste, pardon Jean-Marie, si je peux rajouter quelque chose sur l'action métal augmenté, donc ça c'est important pour nous. C'était une action en fait qui était financée par un fonds qui était le Fonds pour l'innovation dans l'industrie via l'Union des industries et métiers de la métallurgie, donc l'UMM, des Côtes d'Armor et puis le pôle image et réseau. Voilà pour information sur cette action. David, je te laisse la main. Vous êtes sûr? Oui, c'est bon. Merci. Merci à vous. On peut passer sur la prochaine diapo. Merci à vous déjà pour l'organisation, donc ADN Ouest et Images des réseaux. Nous allons d'abord commencer, bienvenue d'ailleurs à tout le monde à cette présentation. Donc, il devait d'abord se tenir en présentiel et qui finalement se décline en webinar. Donc, voilà, nous ne sommes pas des spécialistes du webinar, donc on vous demande un peu d'indulgence par rapport à cette démarche-là. L'idée est de faire un retour d'expérience à travers une société, Douarib, représentée par Annelise, qui va nous expliquer un petit peu sa problématique et la mise en œuvre d'une solution à cette problématique, encadrée par Alexandre, qui va être expert technique en fait de la démarche. Donc, je vais commencer d'abord par me présenter. David Fortino, en tant que dirigeant d'AST Sigal, donc basé aux Herbiers, spécialiste de l'approche digitale, en fait, autour de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, donc deux choses qui vont généralement ensemble, dans le cas de la symétrie des attentions. Donc aujourd'hui, on est spécialisé réellement dans la transformation numérique et digitale des entreprises, à travers une plateforme digitale et collaborative. Donc voilà pour moi. Donc je ne vais pas prendre le devant de la scène, c'est surtout Annelise là qui va nous intéresser à travers Douarib. Donc, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'étais ravie d'être parmi vous et d'avoir l'opportunité de témoigner. Merci à Jean-Marie et à Marie d'avoir permis ça. Je suis responsable marketing chez Douarib CDH Group et chef de projet sur tout ce qui est un petit peu innovation digitale pour le groupe auquel Douarib appartient, qui est un groupe français qui réunit 3 PME, Centaure à Rouen qui fabrique des échelles, Douarib à Saint-Philbert des échafaudages et Merlin à Saverne en Alsace qui fabrique des brouettes. Donc, moi, je suis vraiment dédiée sur la marque Douarib. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, Douarib, c'est une PME qui fabrique tout ce qui est solutions de travail en hauteur, échafaudage, plateforme individuelle, solutions sur mesure depuis les années 50. Merci Annelise. On va passer maintenant à Alexandre, qui va être la caution technique de la démarche, en fait expert technique, qui a travaillé notamment avec Douarib pour une recherche de solutions. Donc je te laisse la parole.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Alexandre Pirot, je travaille chez Pirot CIE en tant qu'ingénieur développement et plus particulièrement spécialisé sur la réalité augmentée. Donc Pirot CIE, c'est une société de développement d'applications spécifiques autour de la maquette numérique. On développe autour de différents logiciels et différentes plateformes. Notre première activité, c'est de développer des plugins spécifiques autour de la CAO et des logiciels BIM. Mais on fait également du coup de l'utilisation de maquettes en dehors des logiciels éditeurs avec différents outils, que ce soit des plateformes web pour faire de la visualisation ou de la gestion de documents ou de l'interaction avec des IoT, mais aussi au travers de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, que ce soit avec des casques spécifiques ou sur des appareils type smartphone ou tablette, que ce soit Apple ou Android. Et donc à ce titre, du coup, on a travaillé avec pas mal de clients, que ce soit dans le bâtiment ou dans l'industrie, avec des domaines assez variés, comme on peut voir un petit panel de références qu'on a montré ici. Voilà. Merci Alexandre. Bon, bah, attention, on va voir une étendue un petit peu du savoir-faire de Pirot et compagnie juste après. Donc, je vais juste rappeler la promesse de départ qui avait été évoquée pour ce webinaire. Donc, c'est la réalité augmentée au service de la conquête commerciale. Et un des premiers points, déjà, c'est faire rentrer toute une gamme de produits dans un smartphone. Donc, dit comme ça, c'est un challenge. Hein, et c'est de ça dont on va parler tout au long de cette présentation. Un commentaire peut-être, Alexandre, sur le sujet? Donc ouais, en effet, un des premiers challenges, c'était du coup de pouvoir intégrer une bonne partie du catalogue de produits du Harib. Comme on peut voir là, il y a plusieurs gammes et il y a un total de produits de plus de 450 produits. Et donc l'un des premiers challenges, c'était justement de récupérer au format digital du coup ces éléments-là et de les intégrer dans une application en gardant du coup un maximum de précision technique pour le visuel du coup et puis la qualité technique du coup de ces produits-là. Comme une image vaut 1000 mots, on va le voir juste après, on va essayer de présenter un petit peu le résultat hein, pour que ça parle à tout le monde et que chacun puisse se projeter par rapport à ça. Tu peux peut-être nous expliquer un petit peu la démarche et ce qu'on voit à l'écran? Oui, donc en fait ici on voit quelques exemples du coup de quelques images de l'application en elle-même utilisée sur un smartphone et donc qui permet en réalité augmentée de présenter différents produits de la gamme du Harib directement sur le réel. On voit là, sur une première image du coup à côté d'un tracteur justement pour pouvoir appréhender du coup l'environnement et les dimensions du produit. Et puis voilà, on voit différents produits. On voit aussi un mannequin qui représente du coup une personne qui serait montée sur ce produit-là. Donc voilà, différentes fonctionnalités intégrées à l'application. Donc c'est bien, on parle bien de réalité augmentée dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. C'est bien de la réalité augmentée. Donc, pour ceux qui sont un petit peu novices du coup sur le sujet, la réalité augmentée, c'est vraiment cette superposition d'un élément 3D, que ce soit du coup des éléments CAO comme là, ou que ce soit du coup des images ou du texte qu'on va superposer à la réalité. Donc, on a vraiment les deux visions qui sont superposées et tout cela en temps réel. Donc, on peut se déplacer en même temps avec son téléphone ou sa tablette et le contenu est actualisé en temps réel. D'accord. Donc, on scanne le sol, on positionne le produit que l'on souhaite, il se positionne en automatique et son encombrement et l'encombrement réel qu'on va retrouver en fait dans la vraie vie. Exactement, en fait, dans ce principe-là, on va devoir interagir du coup avec l'environnement réel. Donc, à l'aide de l'appareil photo, l'appareil va être capable de détecter du coup des surfaces. En l'occurrence, celle qui va nous plus nous intéresser, c'est le sol dans ce contexte-là. Et une fois qu'on aura scanné le sol ou éventuellement du coup une plateforme, que ce soit une table ou peu importe un élément horizontal, on va pouvoir du coup poser
notre produit sur cette surface-là qui a été détectée. Et ce scanning, du coup, permet de continuer, du coup, à garder les positions, du coup, de l'objet en temps réel, comme s'il était véritablement devant nous. D'accord. Très bien, merci. David, juste une précision peut-être, si tu me permets. Je t'en prie. Évidemment, nous, on travaille la hauteur et on n'a pas pu mettre tous les produits, évidemment, toutes les configurations d'échafaudage possibles dans l'appli. On a bien évidemment été obligé, dans le cahier des charges, de se limiter à certaines dimensions. Pour pouvoir valider l'encombrement. On va en reparler justement. Donc justement, on va arriver à la genèse un petit peu de la démarche. L'échafaudage, on est plutôt dans un monde traditionnel, c'était orienté, et c'est toujours orienté bâtiments et travaux publics, hein, traditionnellement BTP, on est dans de la chaudronnerie soudure, de l'assemblage de tubes, de barres et ainsi de suite. Alors comment se fait-il que vous soyez arrivé à ce type d'innovation en fait, que vous soyez arrivé sur de la réalité augmentée? Alors d'abord, qui dit métallurgie ne dit pas non plus 19e siècle, hein, forcément. Il faut, on s'inscrit comme tout le monde dans le futur. En fait, ce qui a été vraiment déterminant, c'est le changement de la réglementation, qui n'est pourtant pas récent. La réglementation du travail en hauteur a évolué en 2004. Avant 2004, elle s'adressait uniquement au BTP. Et après 2004, elle a été intégrée au Code du travail et donc s'adresse à tous les secteurs d'activité. Donc, à ce titre, à partir du moment où vous voulez travailler en hauteur, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un restaurant, que ce soit dans un commerce, que ce soit dans une industrie, vous devez utiliser des équipements de travail en hauteur dotés de protection collective. Vous devez utiliser ce que Duharib fabrique. Cela dit, les connexions entre l'univers de Duharib et celui des secteurs d'activité que je viens d'évoquer, il n'est pas naturel. Il n'est pas naturel. Lorsque un industriel, par exemple, a un souci de travail en hauteur, il ne va pas forcément penser échafaudage ou plateforme individuelle de travail. Il est un petit peu démuni, ce n'est pas forcément à qui s'adresser pour s'équiper. Donc, c'est un peu ça la genèse, c'est-à-dire que cette méconnaissance un peu du monde du travail en hauteur dans ces secteurs d'activité que je viens de citer, il fallait un petit peu essayer de démocratiser le produit, de le rendre plus simple, de créer une appli facilitatrice. D'accord, mais si je connais un petit peu Duharib, dans l'idée, normalement, vous passez par des réseaux de distribution. Là, on ne parle pas de ça. On est en train de parler de l'utilisateur final. Pas du tout. Nous, c'est vrai que nous travaillons avec des négoces professionnels. Nous ne vendons pas nos produits directement à l'utilisateur final. Cela dit, nous avons toujours une démarche de prescription, de recommandation auprès de l'utilisateur final. Donc, nous devons régulièrement nous déplacer sur site pour la découverte du besoin de l'utilisateur final. Vous allez en fait à chaque fois à la rencontre du client de votre client, l'utilisateur des plateformes de travail en hauteur, pour voir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques. Voilà. Quelles sont les problématiques? Et donc, justement, nous sommes obligés très, très souvent de faire livrer du matériel, de mettre une plateforme dans un coffre et de faire 600 km, ou bien de livrer du matériel et un autre, et puis ça ne va pas, la hauteur n'est pas bonne, l'encombrement n'est pas bon, donc on recommence. Donc, le processus de décision est très long. C'est coûteux pour nous. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, il va falloir qu'on réussisse à trouver une solution pour faciliter la découverte du besoin, l'analyse des besoins et la résolution des problématiques du client. D'accord. Donc, ceci étant posé, en fait, quelle a été ensuite la démarche? Donc, on va passer à la diapo suivante, parce que ça a pris du temps, tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on arrive à une question… d'un constat, effectivement. Oui.
On part d'un constat, en fait, donc l'utilisateur n'est plus un utilisateur expert, forcément. On Voilà. va pouvoir l'aider. L'aider, ça prend du temps parce qu'il faut déplacer du matériel. Donc, comment faire, en fait, pour que l'utilisateur ait accès à l'information sans que forcément on ait à déplacer des tonnes de matériel pour le satisfaire? Voilà. Comment faire pour qu'ils se familiarisent un peu plus avec nos produits, qu'ils puissent checker différentes dimensions, différentes hauteurs, etc., sur nos recommandations, mais qu'on puisse faire un travail préalable avant de déplacer des experts. Donc, l'idée, c'était, est-ce qu'on peut trouver une solution digitale pour résoudre ça? Donc, c'est parti de là. Donc, à partir de ça, on s'est dit, nous allons commencer à investiguer, on va un petit peu se renseigner pour savoir ce qui existe sur le marché, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution. D'accord, donc vous avez fait un tour un petit peu des différents acteurs, aussi bien utilisateurs que prestataires de services, pour voir aujourd'hui l'état de l'art au niveau du marché, au niveau digital, et vous êtes arrivé assez rapidement sur la réalité augmentée. Assez rapidement, au bout de plusieurs mois, puisque pour nous, la réalité augmentée, c'était comme dans la tête de chacun à l'époque, hein, parce qu'on parle de ça il y a 3 ans, c'était un peu Pokémon Go, c'était voilà, c'est ce qu'on imaginait. C'était un jeu vidéo, voilà. Donc on n'a pas, non, la réalité augmentée ne s'est pas imposée tout de suite. On se disait peut-être un système de scan pour scanner l'environnement, prendre des dimensions. On ne savait pas trop. Donc on a rencontré différents acteurs, des gens qui avaient déjà développé des applications pour des grosses sociétés étatiques ou pas. D'ailleurs, SNCF par exemple, Engie, etc. Et puis voilà, on a posé des questions, on a enquêté. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bah non, c'est sans doute la réalité augmentée qu'il nous faut. Et ça a pris combien de temps entre le moment où le constat a été fait et en fait la rédaction d'un cahier des charges en quelque sorte? À peu près 1 an. D'accord. Un an et Donc demi peut-être. donc on est vraiment dans une démarche au long cours en fait, hein, prendre le temps de faire le tour de toutes les solutions Oui, existantes. parce qu'il y a 2 ans de ça, la réalité augmentée n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un pari sur l'avenir, mais on en parlera peut-être un petit peu. Oui, on va en parler après, en effet. Et Alexandre, quand tu as reçu le cahier des charges, qu'est-ce que tu en as pensé, en fait, toi, en tant que spécialiste, justement, de la réalité augmentée? Nous, ça, quand on a reçu le cahier des charges, on connaissait déjà Duarib parce qu'on avait déjà échangé plusieurs fois avec eux, on connaissait déjà leur projet, mais c'est vrai qu'on a été agréablement surpris du travail qui avait été fourni en amont, qui avait été fait pour justement comprendre les solutions qui existaient sur le marché, comprendre l'état actuel de la réalité augmentée au moment où le cahier des charges avait été fait, et puis ça nous a permis justement de les conforter du coup dans leur choix et de leur proposer la solution la plus adaptée à leurs besoins avec les outils qu'on avait à disposition. Comment on convainc un futur client éventuel dans ce cadre-là que la solution qu'on va proposer est la bonne? Ça, c'est pas évident quand même de se projeter, comme le disait Annelise, on avait tous Pokémon Go en tête à cette époque-là. Donc, comment est-ce qu'on montre en fait que ça peut fonctionner? Ouais, c'est vrai qu'en effet, il y a énormément de solutions grand public qui étaient un peu la vitrine de la réalité augmentée, hein. On l'a toujours avec les filtres type Snapchat ou autres qu'on met sur nos visages. C'est un très bon exemple de réalité augmentée qui est appliqué sur les visages. Là, c'est vrai que d'un point de vue technique, il faut qu'on se dissocie un petit peu de cette partie divertissement. Et donc, nous, la meilleure solution, ça a été vraiment de faire une démonstration, un démonstrateur du coup à Duarib en utilisant leur modèle et qui puissent justement se projeter avec un de leurs modèles en réalité augmentée, voir un peu la qualité de ce qu'on pouvait leur proposer et puis du coup conforter les choix qu'ils avaient faits pour l'adéquation avec leurs besoins. D'accord. Donc là, on est vraiment sur la technologie, la réalité augmentée. Donc, est-ce que ça suffit, en fait, la technologie? On va pouvoir passer à la diapo suivante. On a déjà échangé sur le sujet, en fait.
quels ont été les points d'achoppement dans la démarche? Quelles ont été les problématiques en fait? Et est-ce que les problématiques étaient finalement ce qui était attendu? Est-ce que c'est la technologie qui a vraiment posé le plus de problèmes? Donc je m'adresse à Annelise dans un premier temps. Déjà, je voulais préciser, pour que tout ça soit possible et pour que Alexandre et son équipe puissent nous réaliser un POC, qui a été déterminant pour choisir la société Pyro, il fallait qu'en interne, on ait un technicien de bureau d'études assez calé en CAO et qui est assez féru de nouvelles technologies et qui tout de suite a été intégré dès le départ dans l'équipe projet et qui a pu travailler en lien étroit avec Alexandre pour pouvoir concevoir les modèles. Faire la liaison entre l'existant CAO-DAO en fait et ce dont Alexandre avait besoin pour la réalité augmentée. Tout à fait. Et industrialiser en fait cette partie-là. On va en reparler aussi un petit peu après, en effet. Donc, mais ça, c'était un point important. Donc, tu parlais peut-être des difficultés, c'est ça? Oui, tout à fait. Je parlais des difficultés. En fait, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur les premières maquettes, les premières mises en œuvre, où se sont logés les problèmes, en fait, hein, les difficultés? Notre souci, c'était vraiment l'utilisateur. Donc, il fallait vraiment que cette appli, elle est conçue pour nos utilisateurs finaux. Donc, c'était super important que la navigation soit parfaite, que ce soit très intuitif. Donc, c'est plus ça qui a été compliqué dans le déroulé du projet, puisqu'il a fallu que vraiment on valide ces points et ça nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait estimé au départ. On a quand même une gamme de produits très étendue. On a voulu intégrer beaucoup de modèles, donc il a fallu que l'arborescence du menu soit absolument parfaite. Donc ça nous a pris beaucoup de temps. On en revient au challenge de tout à l'heure, comment faire rentrer plus de 400 modèles dans un smartphone, en fait. C'est ça. Et comment faire en sorte que l'utilisateur, quand il fait son choix, il arrive tout de suite à la solution qui lui convienne. Donc là, je peux vous dire, il y a eu plusieurs brouillons. On a fait, on a défait, on a refait, mais ça nous a pris quand même plusieurs semaines. D'accord, sachant que vous aviez déjà un existant pourtant, que ce soit à travers des impressions papier, des catalogues ou à travers un site internet. Tout à fait, mais là, la démarche n'était pas la même. Il ne faut pas oublier que la réalité augmentée, c'est quand même une solution quand même de simulation ultra facilitatrice pour la prise de décision. Il ne fallait pas qu'au début de l'appli, on ait un handicap avec un menu produit qui ressemble à une usine à gaz. Donc, c'était hyper important de soigner ça. Là-dessus, David, si on peut prendre une question. Il y a une personne qui posait la question qui était quels sont les différents profils d'utilisateurs de la solution? Alors, la cible prioritaire, d'abord, je voulais préciser, le marché de Duarib, c'est du B2B France. Parce que les produits sont des produits conformes à la réglementation française et se destinent uniquement au marché français et uniquement aux professionnels. Donc, la cible prioritaire, c'était l'utilisateur professionnel, donc tout secteur d'activité. La cible secondaire était nos négoces professionnels, donc revendeurs peinture, fournitures industrielles, matériaux de construction, etc. Donc les profils utilisateurs sont plutôt des néophytes en informatique, des utilisateurs qui sont susceptibles d'avoir un smartphone et une tablette à disposition pour pouvoir faire de la réalité augmentée. Oui, ça c'était vraiment aussi déterminant, le device. Il fallait que ce soit que l'appli soit utilisable sur smartphone et sur tablette, surtout sur smartphone. Donc c'était aussi important pour la navigation, évidemment. D'accord. Je vais poser la même question à Alexandre. En fait, quels ont été les points de vigilance du côté expert? Quelles ont été les problématiques qui ont pu être rencontrées? On va justement répondre à une question aussi, je pense, d'un des participants, le lien avec la CAO-DAO. Oui, en effet, c'était un des gros points qui avait été déjà identifié du coup dans le cahier des charges, c'était comment du coup on intègre les éléments CAO dans l'application.
Là, en effet, Duarib, du coup, travaille déjà avec de la CAO, a déjà un bureau d'études qui réalise tous ces modèles en CAO. Donc, on s'est appuyé, en fait, justement sur leur logiciel de CAO et on leur a créé, du coup, un convertisseur spécifique pour cette application-là pour qu'ils puissent, du coup, faire le lien entre du coup leurs produits CAO et l'application. Et de plus, ça leur permet d'être autonomes dans cette gestion-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de refaire appel à nous, on n'a pas besoin de faire d'étapes manuelles de préparation des modèles, comme ça pourrait être le cas dans certains cas. Là, au contraire, ils sont entièrement autonomes grâce à un petit logiciel spécifique qu'on leur a développé. Ils peuvent du coup convertir directement leur modèle sans perte de qualité avec tous les effets, tous les éléments techniques et les différentes configurations de produits et intégrer ça directement dans leur application. Et également, on peut faire des mises à jour et des éléments spécifiques. C'était justement un des prérequis. D'accord, on est vraiment dans le challenge technique, en fait, faire en sorte d'industrialiser la mise à disposition des nouveaux modèles pour que l'application vive et que les nouveaux modèles, à chaque fois, alimentent l'accès aux utilisateurs. Exactement, et du coup de pouvoir réutiliser cette donnée qui a déjà été modélisée d'un point de vue technique, mais sans avoir à refaire une modélisation complète des produits, justement simplement pour la visualisation, alors que du coup il y a une bonne partie du travail qui a déjà été faite. D'accord. Donc, on va parler méthode aussi un petit peu sur la diapo suivante, justement. Lors de la mise en œuvre, quelle méthode avez-vous employée? Déjà, est-ce qu'on peut lister quelques clients, Annelise, pour donner une idée? Tu as parlé un petit peu du marché tout à l'heure. Si on donne des noms sur certains des clients pour se rendre compte un petit peu des comptes qui sont concernés, justement. Parmi les utilisateurs de l'application, l'application a 1 an maintenant, les utilisateurs sont des utilisateurs finaux. Nos négoces, nos clients, donc nos clients directs, sont moins utilisateurs de l'application que les professionnels. Voilà. Donc, après, on a tout secteur d'activité. Hein, donc, l'application remplit vraiment son rôle. Et pour ça, on en est très satisfait. On a tous les secteurs d'activité. On peut avoir Nestlé, Andros, on peut avoir l'agroalimentaire, on peut avoir des industries pharmaceutiques, on peut avoir des grands groupes, on peut avoir du Veolia, du Vinci, du SPI. Ça remplit complètement son rôle. Donc, Et ça fait combien d'utilisateurs aujourd'hui à peu près? on doit approcher à peu près, on ne va pas être loin de 1000 à ce jour. D'accord. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexandre et la possibilité d'entrer des modèles, ça c'est vraiment un point fort de l'appli, c'est-à-dire qu'on voulait une appli vivante et pas une appli figée. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand il y a un besoin utilisateur, quand on crée un 3D en vue d'un besoin sur mesure, on est capable d'intégrer ce 3D dans l'application, de le mettre à disposition d'un utilisateur pendant 1 semaine ou 2 semaines, et puis après le retirer de l'application quand il a fini de faire ses tests. D'accord. On parle beaucoup d'utilisateurs en fait au fur et à mesure. Est-ce qu'ils ont été intégrés dans la démarche dès le départ en fait? Oui, les utilisateurs internes et les utilisateurs externes, puisqu'on avait aussi entre guillemets des clients internes qui sont nos commerciaux. Et donc, ils ont été intégrés évidemment dans tout le processus, dans différentes phases de test, puisque à chaque étape, à chaque avancée, on avait une période de test qui allait de 1 semaine à 2 semaines. Donc, je crois, Alexandre, c'est ça, le projet a été en 4 phases. Donc, il y a eu également 4 périodes de test. Donc, oui, nos commerciaux et également des utilisateurs finaux. D'accord, donc on n'est pas, Alexandre, je m'adresse plus à Alexandre dans ce cadre-là, on n'est pas en méthode de développement traditionnelle, là on est plus sur des méthodes de développement par itération qui suivent à chaque fois en fait les besoins utilisateurs.
Tout à fait, ouais. Comme disait Annelise, on avait séparé le projet en 4 grandes phases. Et en fait, à chaque phase, on avait du coup des tests utilisateurs qui nous permettaient, en complément de nos tests, nous, faits en tant que développeurs, on avait des tests utilisateurs qui permettaient de compléter tous ces essais-là et puis de justement rediriger les développements suite aux retours qu'on avait, que ce soit sur la facilité d'utilisation, sur certains bugs techniques qu'il pourrait y avoir, ou clairement sur de la fonctionnalité qui pourrait être intéressante à intégrer. Donc, ça permettait d'avoir un retour continu sur l'ensemble du projet et ne pas attendre du coup la mise à disposition de l'application pour avoir des retours de personnes extérieures au projet. D'accord. Donc, ce qui est intéressant par rapport à la démarche, donc là, c'est qu'on vient d'avoir la genèse, on vient d'avoir vraiment la réalisation de l'offre et la mise à disposition. On va passer maintenant au déploiement. Ça va faire la transition par rapport au déploiement. Vous avez intégré en fait des utilisateurs dans la démarche de réflexion. Vous avez intégré des collaborateurs et des clients. Quels sont les facteurs clés de succès d'un bon déploiement en fait? Est-ce que finalement l'innovation, le fait d'avoir de l'innovation et que ce soit ludique, suffit à ce que le déploiement se passe bien? Et là, je m'adresse plus à Annelise dans un premier temps. Pour que le déploiement se passe bien, il faut déjà commencer par constituer au départ une équipe audacieuse et volontaire et impliquée. Donc ça, c'était un facteur clé de succès. Nous étions une équipe de 4 et chacun apportait sa compétence et n'a jamais lâché pendant 3 ans. Tout le monde a été mobilisé et y croyait. Parce que c'est vrai qu'on a choisi avec Alexandre de développer une technologie. Alexandre est plus capable que moi pour parler de ça, mais de se lancer avec ARKit et ARCore. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était un vrai pari, puisque c'était une techno balbutiante. Et donc voilà, il fallait aussi, à ce titre-là, une direction qui nous soutienne. Voilà, ça c'était important. L'implication. Vraiment dans l'innovation. On était vraiment dans l'innovation. Je pense qu'Alexandre peut peut-être en dire quelques mots là-dessus. Ouais, c'est vrai On qu'en n'a pas effet, parlé de la technologie qu'on avait retenue. ouais, et je pense qu'en plus ça répond à une des questions que j'ai vues dans le chat du coup, donc c'est bien ça, on utilise bien ARKit et ARCore, donc les librairies de réalité augmentée fournies respectivement par Apple et Google, qui permet aujourd'hui d'avoir un grand panel d'utilisateurs sur smartphone et sur tablette. Mais en effet, c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser à ça, on était vraiment au début de ces technologies-là. Elles venaient vraiment juste d'être proposées par ces grands groupes. Et c'était relativement balbutiant. C'était que sur les dernières générations de téléphones. Et donc, le fait du coup de garder ça en tête, de s'accrocher un petit peu à cette technologie-là et de faire ce pari sur cette technologie-là, c'était quand même quelque chose d'assez innovant. Dû un petit peu travailler dessus pour avoir ça, et il fallait vraiment que les gens y croient pour pouvoir défendre ce projet-là tout au long de sa création, que ce soit vraiment la partie au début jusqu'à sa mise en production. Et en effet, c'est vrai que le fait d'avoir passer autant de temps du coup à travailler dessus, ça a permis d'attendre aussi que les technologies mûrissent. Mais en effet, aujourd'hui, on voit que c'était un pari gagnant en fait, parce que c'est des technologies qui sont toujours utilisées et qui sont de plus en plus mises à jour et aujourd'hui sur quasiment la totalité des smartphones, même si je crois que c'est même 100% des appareils qui sortent actuellement. Ouais. On va parler du bilan juste après en fait. Pour clore sur cette partie-là, on est vraiment, de ce que je comprends, il a fallu avoir des ambassadeurs en fait pour la mise en œuvre et le déploiement et pour amener tout le monde à aller utiliser l'appli. Finalement, ça ne va pas forcément de soi.
Et il peut y avoir des réticences à l'utiliser face à un client, surtout, hein, on parle de commerciaux aussi. Donc, une population qui va être amenée face à un client à utiliser une technologie qu'il ne maîtrise pas forcément. Là aussi, tout comme on avait sous-estimé lors du déploiement toute la partie arborescence menu, on avait aussi un petit peu négligé l'acceptation en interne, qui était uniquement due à des craintes par rapport au digital. Peut-être des craintes de ne pas avoir bien la maîtrise de l'outil face à un client. Donc, ça a été un long travail de plusieurs mois pour faire accepter, pas pour faire accepter l'appli, parce que tout le monde était finalement assez enthousiaste, mais pour que les gens réellement l'utilisent en interne. Donc, on est passé par un parcours de e-learning, des ateliers, et puis maintenant, ça y est, c'est complètement accepté. D'accord. Ben, merci pour ce retour. On va passer maintenant au bilan de l'aventure. Dans le cadre des bilans, la condition, on a déjà parlé des 1000 utilisateurs, on a déjà parlé de la technologie qui finalement s'avère être pérenne et être un pari sur l'avenir plutôt positif. Question traditionnelle, si c'était à refaire, vous le referiez tel quel ? Non, je pense qu'on se ferait accompagner un petit peu plus sur toute la partie acceptation en interne. Parce que ça a été quand même, quand on arrive au bout du projet, qu'on a notre appli qui est prête, qui sort, on est dans l'euphorie, et puis là, on se prend un mur avec des gens qui sont plus ou moins réticents. Et je pense que là, si c'était à refaire, voilà, c'est ce que j'envisagerais. D'accord. Est-ce qu'on peut, quand on met en place ce genre de solution, en fait, est-ce qu'on peut réellement mesurer un retour sur investissement? Ou est-ce que c'est ailleurs que ça se joue? Oui, c'est plus en termes d'image. C'est difficile en monnaie sonnante et trébuchante, non, je ne peux pas donner de ROI. Par contre, l'impact en termes de notoriété est énormissime. Ça pour la marque, c'est très favorable. Et puis, en termes de pénétration de marché, c'est-à-dire tous ces secteurs d'activité qui nous méconnaissent, notre objectif, c'était quand même de venir auprès d'eux vraiment des solutions envisageables. Montrer le professionnalisme à travers une appli qui permet de les aider en fait à rédiger leurs documents juridiques. Avec nos produits. Ouais. D'accord, et à choisir un produit. Oui. Aujourd'hui, juste pour qu'on se donne pour que tout le monde ait un ordre d'idée, ça représente quel budget environ en investissement un projet de cet ordre-là? Alors, évidemment, un investissement en temps que nous n'avons pas totalement chiffré. 65 000 € environ, parce qu'il y a l'appli, mais il y a aussi toute le plan de communication qu'on a mis en place pour lancer l'application et la faire connaître. Et Images et Réseaux nous a financé à hauteur de 20 000 €. Donc ça, c'était plutôt bienvenu, puisque ça n'était pas prévu au départ. Donc ça a été un bonus, une bonne nouvelle. D'accord. Je pense que Marie pourra se réexprimer tout à l'heure par rapport à Images et Réseaux et au financement. Je pense qu'il y a des diapos à la suite qui vont permettre de parler de ça. Même question pour Alexandre, parce que je vois le temps qui passe. Et après, on va pouvoir passer aussi aux questions, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées. On va pouvoir préciser certaines choses. Donc, si c'était à refaire ou enfin, quelle expérience tu as pu retirer justement de cette démarche-là avec Verim? Non, mais c'est vrai que c'était un très beau projet. Ça l'est toujours, parce qu'on va continuer du coup de faire vivre du coup cette application-là et de la faire évoluer. C'était à refaire, je pense qu'on ne changerait pas grand-chose du coup dans la manière de faire. Hein. D'un point de vue technique, nous, on a vraiment mis tout notre savoir-faire et toutes nos compétences dedans. Donc, je pense qu'il n'y a
pas grand-chose à regretter dessus. En effet, on a eu quelques petits soucis on a passé plus de temps que prévu sur sur toute la partie interface utilisateur parce qu'il y avait des choses qu'on avait pas forcément bien anticipées, mais c'est tellement spécifique du coup à l'activité, en l'occurrence de Duarib, que c'est difficile je pense que ça aurait été difficile d'anticiper ça à 100%. Même si on avait été un peu mieux préparé ou même si on l'avait déjà fait, il y a toujours des choses qui font partie du développement spécifique. Donc, je pense qu'il n'y a pas tant de choses à regretter. Et je pense que ça reste c'est quand même un beau projet et je pense qu'on l'a bien mené du début à la fin. C'est la méthode aussi qui fait peut-être la différence, être confronté à l'utilisateur final dès le départ, l'intégrer dans la démarche pour voir ses retours et ainsi de suite. Ouais, en effet, c'était peut-être bien justement de se confronter à ces problèmes-là dès le début du projet. C'est vrai que ça nous a un petit peu ralenti au début, mais c'était peut-être reculer pour mieux sauter dès le début et avoir un projet finalement qui, au niveau qui soit déjà très, très bien accepté dès sa mise en production, alors que c'est un risque qu'on aurait pu prendre en voulant aller vite dès le début, mais je pense pas que c'était la bonne méthode. Donc, non, non, je pense on a bien travaillé sur cette partie-là. D'accord, ben merci à vous deux. Juste pour terminer, Annelise, Mhm. quel conseil tu donnerais à quelqu'un ou à une entreprise qui voudrait se lancer dans l'aventure? Constituer une équipe en interne solide, qui s'entende bien, qui soit audacieuse, hyper impliquée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce serait mon conseil. Et Et multicompétence. puis, et une multicompétence, oui. Et puis surtout s'entourer de gens comme Image et Réseau, qui vraiment, ils sont là. Nous, on n'est pas des spécialistes techno, enfin, moi, pas du tout. Je suis juste curieuse. Et voilà, s'appuyer sur des gens comme ça, c'est absolument indispensable. Merci. Alexandre, même question? Ouais, je pense que c'est ça, le fait d'être bien entouré et de bien préparer son projet, de bien connaître un petit peu ce qu'on veut déjà, et puis le fait d'être curieux envers ce qui a déjà été fait, c'est déjà une très grosse partie du travail qui est fait pour nous, en l'occurrence, Duarib avait vraiment bien travaillé avant, ils savaient déjà ce qu'ils voulaient, ils avaient déjà éliminé ce qu'ils voulaient pas et ce vers quoi ils voulaient aller. Et donc, du coup, nous, c'était déjà un grand pas pour leur proposer quelque chose de vraiment adapté à leurs besoins. Et on n'a pas eu besoin de leur faire plein de propositions pour trouver du coup ce qui allait correspondre à leurs besoins. Donc je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment la préparation du projet et surtout d'avoir des gens très moteurs du coup dans les équipes pour pouvoir défendre du coup ce projet-là, soit auprès du coup des directions, soit auprès des gens utilisateurs, parce que vraiment il y a différents aspects à ne pas négliger et le fait d'avoir des gens moteurs, c'est un petit peu le nerf de la guerre, quoi. C'est ce qui va tout faire dans le projet du début à la fin. Et puis rester toujours customer-centric, comme on dit, toujours tourné vers la problématique utilisateur. Toujours, Ouais. toujours, toujours. Ne jamais s'en éloigner. Ce qui fait qu'on produit quelque chose qui ensuite est utilisé et ne reste pas sur des étagères. Voilà, on n'a pas fait cette appli. On est une petite entreprise. C'était un gros investissement pour nous, donc on ne l'a pas fait pour se faire plaisir. Mm. Et il fallait évidemment que ça soit profitable à l'entreprise. Merci. Ben, merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. On va se revoir juste après pour les réponses aux questions éventuelles. Je vais passer la parole à Marie, hein, justement pour faire le lien avec les différents types de financement qu'on peut avoir dans le cadre de ces projets. Merci. Peut-être pour faire la transition par rapport à ce que tu disais, Annelise, c'est vrai que, alors pour les industriels qui sont présents, vous savez encore mieux que moi, mais les financements font vraiment partie du calcul du retour sur investissement, en fait. Dans l'action que je coordonnais, donc qui s'appelait Métal Augmenté, dans les retours que j'ai pu avoir, ce qu'on m'a dit, c'était vraiment que ça permettait finalement d'enclencher plus facilement des projets. Là, c'était sur la thématique de la réalité augmentée, et puis de les enclencher aussi plus rapidement. Annelise, si voilà, tu veux me compléter peut-être avant que je parle de guichet de financement, n'hésite pas. Sinon, je continue. Non, non, c'est rien à ajouter.
Ok. Donc là, je vais vous parler de 3 guichets de financement. Les 2 premiers sont des guichets de financement sur des appels à projets collaboratifs qui vont impliquer au minimum 3 partenaires. Le premier donc s'applique à la région Pays de la Loire, le deuxième à la Bretagne, et le dernier guichet de financement est un guichet un peu spécifique d'aide à l'investissement dans le cadre de la dynamique industrie du futur. Est-ce que Jean-Marie, tu peux juste passer à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, sur cet appel à projet R&D collaboratif Pays de la Loire 2020, qui a été lancé cette année et qui sera reconduit l'année prochaine, il y avait 2 objectifs. Le premier, c'était de créer vraiment de l'activité, de l'emploi à travers la mise en place d'un nouveau produit, nouveau service en Pays de la Loire. Et puis, le deuxième, c'était d'être en cohérence avec la stratégie de la région Pays de la Loire par rapport aux filières thématiques fortes qui sont portées par la région. Dans ce cadre-là, il faut se référencer au schéma régional de développement économique et d'innovation et d'internationalisation. Pour information, il y a 6 pôles principaux, ce qui laisse de nombreuses possibilités de projets. Donc, 6 pôles autour des industries maritimes, des technologies avancées de production, des thérapies de demain et de santé, de l'alimentation et des bioressources, de l'informatique, de l'électronique professionnelle, du design et des industries culturelles et créatives. On peut passer à la slide suivante. Donc, du coup, concernant la nature des projets, si tu peux juste donner un dernier clic, parce que je crois qu'il y a une animation, c'est juste sur... ouais, parfait. Si on peut revenir, ouais. Donc, sur la nature des projets, on est sur des projets collaboratifs, comme je vous le disais, avec au minimum 3 partenaires. Si vous voulez être plus, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Mais le consortium, donc le partenariat, doit comporter au moins un établissement de recherche et puis une PME. Sachant, ça c'est important de le savoir, c'est que le projet doit être porté par une PME ou une ETI qui est implantée en Pays de la Loire. Sur la durée et le budget, on est sur des durées de projet de 24 mois et puis de 1 million d'euros maximum. Donc, on peut passer à la slide suivante pour les conditions et la nature des financements. Pour les établissements de recherche, on est sur des aides sous forme de subventions. Et puis pour les entreprises, donc ça dépend de la typologie de la structure. Ça, c'est important de le savoir. Il y a une petite particularité pour les entreprises qu'on dit primo-innovantes collaboratives, où l'aide se fait uniquement sous forme de subvention. Alors, une entreprise qui n'a jamais bénéficié d'aide publique dans le cadre strict d'un projet collaboratif est éligible à ce statut. Voilà. On peut passer à la slide suivante, pardon. Donc, deuxième appel à projet, qui est l'appel à projet Innovation collaborative au croisement des filières 2020, donc de la région Bretagne. L'ambition, sur la slide suivante, c'est de créer des synergies et de renforcer les dynamiques entre les secteurs publics et privés de la recherche, en particulier dans 7 domaines d'innovation stratégique définis par la région Bretagne dans le cadre de la Glace Économie. Voilà, sachant que, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est un appel à projet donc, qui sera reconduit également l'année prochaine. Il y aura une présentation de cet appel à projet-là qui va être fait par les pôles de compétitivité bretons courant du mois de janvier. Et concernant donc, pardon, les domaines d'innovation stratégique définis par la région Bretagne dans le cadre de la Glace Économie, on a des sujets autour des innovations sociétales et citoyennes pour une société ouverte et créative, tout ce qui tourne autour de la chaîne agroalimentaire durable pour des aliments de qualité, tout ce qui tourne autour des activités maritimes pour une croissance bleue, autour des technologies pour la sobriété numérique, de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, tout ce qui tourne également autour des technologies de pointe pour les applications industrielles et enfin tout ce qui tourne autour des observations et de l'ingénierie écologique au service de l'environnement. À noter donc, que ces projets doivent être labellisés par un ou plusieurs pôles de compétitivité qui sont présents en Bretagne. Les projets doivent viser la mise en place de produits, de services et puis de procédés innovants. Une priorité va être donnée donc, aux projets qui s'inscrivent dans un ou plusieurs engagements transversaux qui est pris par le Conseil régional dans le cadre de la Brescop pour une région plus sobre, plus durable à l'horizon 2040. On peut passer à la slide suivante.
Ici, vous avez la nature des projets. Donc, on est également sur des projets collaboratifs. Ça, c'est des typologies qu'on retrouve beaucoup avec au minimum donc 3 partenaires, dont un centre de recherche. Donc, ça peut être une grande école, une université, un laboratoire de recherche, et puis 2 entreprises, donc PME, ETI ou grand groupe. Le porteur, c'est soit une PME ou une ETI bretonne. Et puis, la durée des projets est située entre 12 et 36 mois. Et le budget est compris entre 500 000 € et 1 million d'euros. Ensuite, sur la slide suivante, vous avez les conditions et la nature des financements. La subvention est calculée en appliquant un taux au total des dépenses éligibles. Pour les entreprises, on est jusqu'à 40% pour les PME, 30% pour les ETI, 25% pour les grandes entreprises. Et puis pour les organismes de recherche et de diffusion de connaissances, on est jusqu'à 100% des coûts additionnels pour les centres de recherche publics et puis 80% pour les coûts retenus dans le cadre de centres techniques. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me recontacter par la suite. C'est juste que je suis un peu prise par le temps. Donc voilà, j'ai essayé de faire des slides assez succinctes. Et le support sera disponible. C'est juste pour vous donner quelques indications de guichets de financement qui vont être conduits. Et vous en avez un autre donc, sur la slide qui suit, qui est un petit peu spécifique, qui est une aide, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'investissement vers la transformation de ce qu'on appelle l'industrie du futur, la dynamique dont on entend souvent parler actuellement. Et ici, l'objectif, c'est vraiment, à travers cette aide qui se fait sous forme de subvention, de soutenir la montée en gamme à la fois des PME et des ETI industriels pour la diffusion finalement du numérique et l'adoption de nouvelles technologies, où on retrouve sur ce volet-là tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Donc c'est une aide qui va s'adresser aux PME et aux ETI qui veulent investir dans l'industrie du futur. Et puis la prise en charge pour information, donc ça c'est ce qui va vous intéresser, est jusqu'à 40% de l'investissement dans une technologie industrie du futur, où on retrouve donc la thématique réalité augmentée ou virtuelle, si ça vous intéresse. Voilà, sachant que là, des plafonnés. Et puis, donc ça c'est important, la demande de subvention va être à déposer auprès de l'agence de services et de paiement. La date limite, c'est le 30 décembre. Et puis à noter, ce qui va être très très important aussi, c'est que toute demande qui concerne un équipement donc commandé avant le dépôt de demande de subvention auprès de l'ASP, donc ça la rend irrecevable. Ça c'est important de le noter. Important, ouais. Voilà. Et après, donc, les informations sont sur le lien ci-dessous si vous avez besoin, il y a une page officielle. Je m'arrête là peut-être pour qu'on prenne d'autres questions éventuellement pour Annelise peut-être et Alexandre. Voilà, donc si vous avez des contraintes, vous êtes libre de partir, sinon vous êtes bienvenus. Là, on a encore 5-10 minutes, je pense, puisqu'on avait déjà traité des questions au long de la séance. Alors, David, ton micro doit être fermé, je pense. Tu as tout à fait raison. Je vais parler un peu dans le vide, excusez-moi. Donc oui, il y a une question qui est intéressante, qui a trait aux fonctionnalités qu'on peut retrouver autour de l'applicatif. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué. C'est une solution qui s'inscrit aussi dans le cadre juridique et qui est liée aux nouvelles normes en fait, qui ont été mises en place sur le travail en hauteur depuis 2004. Et tu m'arrêtes, Annelise, si je dis une bêtise, que c'est plutôt toi la spécialiste. Et on demande en fait si l'application propose un devis immédiat en fonction de la configuration. Donc pas forcément un devis, mais par contre, elle propose d'autres types de documents. Pour l'instant, non, on n'est pas passé à ce cap-là. Ça fait partie de nos projets. Mais non, elle permet de produire un rapport d'adéquation. La législation française du travail en hauteur impose aux entreprises de réaliser, avant de commencer des travaux en hauteur, ce qui s'appelle un examen d'adéquation, c'est-à-dire de vérifier que le matériel qui sera utilisé est adapté aux travaux à réaliser. Donc, grâce à l'application et une simple photo très facile à prendre au cours de l'expérience, on peut créer un rapport d'adéquation et se l'envoyer par email. Voilà ce que permet l'application. Je me permets juste de rajouter quelque chose. En fait, là, on parlait de devis. C'est vrai que ça n'a pas été fait parce que je pense que c'est lié aussi au mode de distribution de Duharib actuellement. Mais en effet, techniquement, ce serait vraiment assez trivial de rajouter du coup le montant en face de la configuration parce qu'on a déjà toutes les informations.
Aujourd'hui, dans le rapport, la configuration qui a été utilisée, le type de produit plus la photo. Donc, en fait, si jamais, du coup, on était capable de mettre un prix en face, ce serait vraiment facile à intégrer, du coup, pour arriver jusque-là. Voilà. Merci. Une autre personne qui pose une question sur l'e-learning et les ateliers dont tu parlais tout à l'heure, Annelise, pour accompagner chacun en fait, à la compréhension du système et à l'appropriation. Est-ce que tu peux en dire davantage? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait uniquement en interne? Est-ce que vous avez fait appel à des sociétés spécialisées? Comment est-ce que vous avez créé votre centre de formation, en quelque sorte, sur ce sujet? J'ai aussi la casquette digital learning, donc on utilise un LMS, une plateforme de e-learning depuis quelques années. Et donc, j'ai créé un parcours dédié à l'application dans notre plateforme de e-learning. D'accord, donc déjà utilisé par Donc, les salariés de Duarib, en fait, tu as réintégré un parcours complémentaire. Voilà, j'ai réalisé moi-même un parcours qui a été diffusé via notre plateforme de e-learning. Très bien. Une question vient d'arriver pendant qu'on parlait. Ah oui, d'accord, techniquement, donc ça c'est plus pour Alexandre, je pense. Est-ce que l'appli est également adaptée à des objets de plus petite taille, de 5-10 cm? Donc c'est... Ouais, en effet, on peut très bien du coup adapter l'application à des objets de plus petite taille. Après, la seule chose auquel il faut faire attention, c'est la précision. C'est toujours un sujet un petit peu délicat. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on travaille du coup avec des technologies type smartphone ou tablette, les seuls capteurs qu'on a, c'est l'appareil photo. Donc, on fait simplement de la reconnaissance visuelle. Et en effet, technologiquement, c'est pas aussi précis que certains capteurs du coup de profondeur. Donc, sur certaines surfaces et sur certains du coup éléments, dans des conditions d'éclairage pas forcément excellentes, on peut avoir des précisions un petit peu aléatoires. Maintenant, on peut quand même en effet travailler sur des plus petits objets. Il n'y a pas de limite en soi, à part le fait que c'est du visuel. Donc évidemment, il faut aussi que ça reste facile à utiliser, étant donné du coup l'interface du coup avec le téléphone. Il y a une question complémentaire, technique aussi. L'application est-elle téléchargeable sur les stores? Oui, en effet, vu qu'on utilise du coup les technologies ARKit et ARCore, du coup, on déploie sur les plateformes Apple et Google. Et du coup, on a fait le choix de distribuer l'application largement via les stores. Donc aujourd'hui, l'application est téléchargeable par n'importe qui. Je crois qu'on n'a pas mis de restriction sur les pays, donc on peut la télécharger dans le monde entier. Et il me semble qu'elle est toujours gratuite. Oui, Il me semble que ça reste comme ça. Donc voilà, vous pouvez du coup essayer facilement l'application et la retrouver facilement. Comment elle s'appelle? AR Ça Duarib. s'appelle- ouais. AR Duarib. Une question qui revient également sur parce que ça c'est un des points clés de la technique que tu as pu développer tout à l'heure. Une question qui revient sur la facilité à réintégrer en fait de nouveaux objets CAO directement dans l'appli en réalité augmentée. Donc en gros, pour refaire un petit peu le point sur cette partie-là, aujourd'hui, il y a une interface web qui a été créée qui permet, une fois qu'on a converti les modèles dans un format spécifique qu'on a développé, de mettre à jour le catalogue en fait, de CAO-DAO. oui, Le les modèles CAO. modèle est issu de la CAO-DAO, donc issu du logiciel de dessin de Duarib. Ouais, il est directement issu du bureau d'études, les mêmes utilisés pour la fabrication. Il n'y a pas de versions différentes qui sont faites. Simplement, du coup, une conversion du modèle dans un format du coup adéquat. Et puis, ensuite, via du coup une plateforme web, on vient mettre à jour le catalogue de produits. Il y a tout un système du coup de droits parce que il y a des produits spécifiques, il y a des produits grand public, des produits voilà, de restreints. Donc, on a un système de droits pour certains utilisateurs. Et puis, du coup, l'application elle-même vient chercher le catalogue avec tous les produits mis à jour au dernier moment et télécharger les modèles.
Et donc au niveau du temps, je voyais, ça prend le temps de faire la conversion, c'est quelques minutes, et le temps de la remonter, pareil, le temps de la remonter, voilà, je pense qu'en une demi-heure, c'est fait. Hein, on parle vraiment de quelques minutes, il n'y a pas vraiment de gros temps de Oui. conversion significatif. Il n'y a pas de jour en équivalent temps plein homme pour faire les Du conversions tout, pour mettre du tout. Non, non, quelques minutes, et surtout, il me l'ordre semble de que du coup, grandeur. chez Duharib, ça a été assez automatisé par la personne responsable de cette partie-là. Donc, ils sont capables de travailler en masse sur des intégrations de manière assez facile. Il y a une question complémentaire toujours technique. En fait, tu parlais tout à l'heure de la détection. Est-ce que ça fonctionne aussi bien en intérieur qu'en extérieur, notamment en raison des conditions de luminosité qu'on peut retrouver en extérieur? Ouais, en effet, sur la réalité augmentée, c'est quelque chose dont on se pose toujours la question avec les luminosités. Sur les tablettes, on est plutôt avantagé parce que le contraste est vraiment bon, ce qui n'est pas le cas de toutes les technologies réalité augmentée, notamment certains casques. Mais là, on va pas trop en parler. Sur les tablettes, on n'est pas trop gêné, et aujourd'hui, ça permet d'utiliser l'application de manière assez simplement et sans trop de contraintes en extérieur. Voilà, pour vraiment ne rien dévoiler, rien cacher. Le plus gros problème qu'on ait, c'est les surfaces blanches, les surfaces très lisses et blanches. Donc, si vous voulez faire de la réalité augmentée sur une salle entièrement blanche et bien lisse, après que le plaquiste ait fait un travail impeccable, et ben là, vous aurez quelques difficultés. Mais sinon, dès lors que du coup, l'environnement est hétérogène, c'est assez facile du coup de faire ça, et on n'a pas trop de contraintes. Merci. David, je vois qu'il y a une question à laquelle on n'avait pas répondu, il me semble, un peu plus haut. C'était peut-être plus pour analyse du coup. L'application propose-t-elle un devis immédiat en fonction de la configuration? Non, On y a répondu tout à on l'heure, a en fait. répondu tout à l'heure. Ok, pardon, je n'avais pas entendu. Pas de problème. Il y a plus, je pense qu'on a fait le tour des questions. Moi, j'ai une question complémentaire. C'est vrai qu'on avait échangé pour préparer ce webinaire avec Alexandre et Annelise. Donc, c'est plus pour Annelise, en fait. Vous allez continuer l'aventure ou alors ça s'arrête là voilà, l'appli maintenant, elle est disponible. On arrête tout, on est satisfait, tout va bien. Ah non, on ne va pas s'arrêter là. Non, c'est trop triste. Non, on a déjà plein d'idées. On imagine des choses un petit peu folles. Voilà, il y a un cahier des charges qui est en cours de rédaction pour une V2. D'accord. Il On faut en saura savoir pas plus. que Ouais. Non, mais il faut savoir que déjà, dès le cahier des charges, Duharib avait déjà imaginé du coup plusieurs étapes, en fait, avec une première étape qui est globalement l'application qu'on a fait aujourd'hui, et puis du coup déjà des choses un petit peu encore plus novatrices et innovantes qu'on a souhaité mettre de côté pour pas essayer de tout faire en même temps, et donc ça fait partie des choses qu'on a déjà du coup sous le coude, et en effet, on voulait aussi profiter du coup de l'évolution technologique pour avoir le plus d'outils à disposition quand on souhaiterait du coup aborder ces points-là. Donc voilà, on a pas mal de choses sous le coude, et c'est vrai qu'on va continuer de la faire vivre avec les outils et l'évolution du coup technologique pour toujours être au top de l'innovation sur ce type de produit. Ouais, ça fait partie de la démarche, en fait, de travailler par étapes et d'avancer par étapes en fonction des besoins utilisateurs. Tout à Oui, fait, ouais. et de l'évolution des technologies. Il faut être assez affûté quand même pour suivre les évolutions technologiques au fur et à mesure. Ouais. Il faut être curieux, il faut tester, il faut pas, voilà, il faut pas avoir peur du coup de ces technologies-là. Et puis, comme Duharib a fait, faut se lancer dès qu'on est prêt à avoir son projet. Et puis au final, ça se passe souvent très bien. Faut pas avoir Ça se peur passe de très bien. poser des questions bêtes aux spécialistes, surtout pas. Il n'y a pas de questions trop bêtes, hein, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu d'autres questions. J'ai vu des personnes qui nous quittaient en nous indiquant des bravos et des c'était passionnant ou intéressant. Donc, merci beaucoup pour ces remarques et ces commentaires. Et je laisse le mot de la fin quand même à Jean-Marie, qui a été avec Marie l'initiateur et les organisateurs de cette démarche-là. Merci à vous pour votre implication, puis cette organisation. C'est un très beau témoignage et beau retour d'expérience.
Merci à tout le monde. Bah, merci beaucoup Annelise et Alexandre et David. Jean-Marie, est-ce que je peux juste donner un petit complément? Parce que je n'en ai pas parlé tout à l'heure par manque de temps. Mais pour information, alors là, c'est vraiment voilà, un appel à projet très spécifique pour les gens qui auraient déjà un projet un peu ficelé. On a un appel à projet PME, donc pour les PME ETI de moins de 2000 salariés et laboratoires de recherche que l'on porte donc sur le Grand Ouest, qui est encore ouvert, mais jusqu'au 25 novembre. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais pour ceux qui auraient voilà, déjà un projet défini, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin voilà, d'informations complémentaires là-dessus. Jean-Marie, je te laisse la main. Voilà, donc merci. Très rapidement, merci à tous et puis surtout Annelise qui a accepté de jouer le jeu, de passer d'un événement en présentiel au webinaire. Et puis merci à tous d'être présents parce que nous, ça nous fait très plaisir de pouvoir proposer ces contenus même à distance.